Je me présente très rapidement, Sébastien Duisabo. Moi, je dirige le département d'Executive Education à l'Université Paris-Dauphine et on est très heureux d'accueillir dans ce webinaire et dans ce cycle de conférences à distance le professeur Albéric Tellier autour d'un sujet qui nous motive tous puisqu'il fait l'amalgame ou le lien plus exactement entre les défis du management de l'innovation et les disques mythiques. Alors, je vais laisser évidemment le soin à Albéric de présenter le détail de son intervention, mais préalablement, je vais vous dire un petit mot très rapide de Dauphine et d'Executive Education et de pourquoi nous sommes engagés dans ce cycle de conférences. Alors, l'Université Paris-Dauphine, très rapidement, vous trouverez plein d'informations concernant l'université sur Internet. Je ne vais pas m'étendre davantage, sauf peut-être pour dire un petit point particulier. On est donc membre fondateur de l'Université Paris Sciences et Lettres, qui regroupe un nombre important d'établissements d'enseignement supérieur et qui fait qu'aujourd'hui, l'université PSL fait partie du top mondial des universités dans un certain nombre de classements et qu'au sein de PSL est sans doute la structure est intégrée sans doute la structure la plus prestigieuse dans le monde de la formation en France de la musique et de la danse, puisqu'il figure le Conservatoire national de musique et de danse. Voilà, et donc on est très heureux justement de penser à eux et de rappeler que PSL est un établissement pluridisciplinaire pour lequel les liens entre la musique et le management sont des liens quasi naturels, même si Albéric nous expliquera plus en détail pourquoi c'est important de revenir dessus. Et puis un petit mot très rapide sur la formation continue. Vous êtes nombreux à être passés ou à passer dans nos murs virtuellement ou physiquement à l'université. C'est juste pour rappeler qu'on a une activité importante à la fois dans les formations diplômantes, mais également dans les formations sur mesure. Et on fait de la formation donc, pour des organisations diverses et variées, en France comme à l'étranger. Et que notre objectif est de continuer à développer cette activité. Et puis, si on a monté ce cycle, c'est aussi pour souligner que nos participants font partie d'un collectif, d'une communauté, et qu'il est de notre ressort d'animer cette communauté. Alors, on a monté, évidemment, au sein de chacun de nos cursus, un certain nombre de programmes, de conférences, d'ouverture et autres, mais il nous paraissait particulièrement intéressant, quand on s'est rencontré avec Albéric Tellier, de proposer ce cycle de manière globale et de le proposer à l'ensemble de nos participants, voire même des anciens et intervenants. Et on est ravis de les retrouver aujourd'hui autour de cette question et de cette thématique qu'Albéric va vous présenter dorénavant. Et donc, je vais peut-être laisser le soin à Albéric de se présenter, tout en disant que, comme vous êtes nombreux, on organisera cette conférence en plusieurs temps. Albéric fera deux petites pauses au bout d'un quart d'heure, 20 minutes pour répondre déjà à un certain nombre de questions. Et puis, évidemment, à la fin, au bout d'une cinquantaine de minutes, à la fin de ces 3 séquences, on répondra plus largement aux questions que vous voudrez bien poser dans le fil de conversation. Et donc, on va vous demander aussi de couper vos micros pour qu'on puisse en profiter pleinement et également de couper votre caméra pour que Albéric soit le plus en lien direct avec vous. Et donc, je remercie encore vivement Albéric et je vous souhaite une bonne conférence et un bon moment musical entre nous. Voilà. Merci, merci Sébastien. Donc normalement, tu m'entends et tous les participants également. Je vais me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Albéric Tellier, donc je suis effectivement professeur à l'université Paris-Dauphine PSL. Essentiellement parce qu'il s'agit de mon domaine de spécialité en tant que chercheur. J'enseigne essentiellement donc le management de l'innovation, dans différents masters de l'université Paris-Dauphine. Et je suis chercheur au sein de l'équipe MLab, qui est une équipe de notre centre de recherche, de Dauphine Recherche en Management, unité CNRS. Mes travaux sur le management de l'innovation portent sur un certain nombre de thématiques, de problématiques depuis quelques années. Je me suis intéressé aux industries culturelles et créatives. Je vais vous expliquer pourquoi. Notamment à la musique, à la musique enregistrée, vue comme une industrie, comme une filière, comme un ensemble d'acteurs. Cet intérêt pour l'industrie de la musique enregistrée a donné lieu à la publication de 2 ouvrages dans lesquels je cherche à revisiter des thèmes importants de la stratégie, de l'innovation, du management,
via l'histoire d'artistes, de disques et derrière ces disques dits mythiques, il s'agit en fait de disques, voilà, qui ont marqué leur époque, qui ont donné, naissance à des courants, mais c'est derrière ces disques qu'on a des occasions, voilà, d'aborder, de revisiter, des thèmes, importants, du management de l'innovation. Donc Bonne Vibration, ouvrage, qui date de 2017, et en 2020 a été publié la suite d'autres thèmes abordés, toujours selon le même principe, donc avec cet ouvrage Nouvelle Vibration de 2020. Ce que je vais vous proposer avec ce cycle de 3 conférences, c'est de puiser donc dans différents chapitres de ces 2 ouvrages. En tout cas, avant de démarrer et de vous présenter le cycle, donc d'abord un grand merci à Sébastien pour cette proposition. Grand merci également à Christina pour l'organisation. Je suis ravi de voir que nous sommes nombreux en ligne aujourd'hui. J'imagine une grande diversité de profils, de parcours. Et donc, je vais essayer d'intéresser tout le monde via les thématiques de management que j'ai décidé de revisiter dans ce cycle, et puis via les œuvres que je vais vous présenter. Je vais vous présenter en fait je vais vous proposer un voyage dans le temps et l'espace, hein, puisqu'on va aborder des œuvres qui, pour les plus anciennes, datent des années 50, et on ira jusqu'à des œuvres de 2020, hein, d'aujourd'hui. Et puis on se baladera, on ira du côté de studios londoniens, on ira sur la côte ouest des États-Unis, on reviendra dans certains quartiers parisiens. Voilà, on va voyager à la fois dans le temps et dans l'espace, et j'ai essayé évidemment de diversifier, de multiplier les styles pour essayer au final de vous proposer des œuvres qui entrent un peu en résonance avec vos goûts musicaux, même si j'imagine que ces goûts sont très variés vu le nombre de participants. Alors, ce cycle de conférences, donc, il repose sur une conviction qui est que les industries créatives ont beaucoup de choses à nous apprendre. Moi, le premier, en tant que chercheur, quand je me suis intéressé aux questions d'innovation, j'ai commencé par étudier des secteurs à fort contenu technologique, des secteurs où on a un ratio investissement de recherche-développement sur chiffre d'affaires qui est très impressionnant. Donc, j'ai étudié l'informatique, l'électronique, l'automobile, la pharmacie, etc. Et depuis quelques temps, en fait, je me suis rendu compte, et je suis loin d'être le seul, que les industries créatives, eh bien, elles sont très intéressantes à étudier, car ce sont des industries où se posent des questions, d'innovation. Alors, dans industrie créative, je mets l'habillement, la haute cuisine, le cinéma, l'architecture, le jeu vidéo et la musique. Et dans ces industries, on a bien des organisations qui donc sont confrontées, et de manière très forte, hein, aux questions du renouvellement de leurs offres. Avec des contraintes multiples, ce sont des industries qui font la part belle à la créativité, donc il faut régulièrement développer des idées, des propositions nouvelles. Ce sont des industries où se télescopent souvent les ambitions artistiques avec les exigences économiques. On le retrouvera dans le cycle de conférences, mais la musique est une industrie où on rencontre des artistes, bien sûr, mais on rencontre aussi des contrôleurs de gestion, des responsables de portefeuille, des dirigeants de maisons de disques. Concilier les aspects économiques et les ambitions artistiques, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et dans ces industries, donc, si on doit renouveler les offres régulièrement, cela amène à prendre des risques. Mais il est aussi important parfois de savoir combiner propositions nouvelles et dans le même temps respect de traditions, d'habitudes, de ce qui a fait le succès par le passé. Un chef d'un restaurant de haute cuisine doit à la fois euh, renouveler sa carte sous peine de lasser sa clientèle, mais en même temps, il doit montrer sa capacité à maintenir les mêmes exigences qui ont fait sa réputation, qui lui ont permis d'avoir un nombre d'étoiles qu'il souhaite conserver. Donc voilà, il y a des tensions intéressantes à étudier dans ces industries, ce qui m'a amené à les étudier. Et la conviction de départ, c'est que si on arrive à comprendre comment, dans ces industries-là, des organisations arrivent à innover de manière répétée, alors sans doute qu'on peut en tirer des enseignements qui seront utilisables dans d'autres contextes. Donc c'est le pari
C'est le pari que j'ai fait avec ces ouvrages et avec les conférences que je vais vous proposer. C'est d'essayer de voir en quoi la musique permet de revisiter, de nous permettre d'aborder sous un angle un peu nouveau des problématiques de management que l'on retrouve dans bon nombre d'industries. Alors, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'intéresse aux questions de l'innovation et si j'essaie de résumer, finalement, ces travaux-là, au travers d'une question, la grande question que pose, l'innovation, à mon avis, c'est celle-ci, c'est comment quelque chose qui au départ est déviant va devenir normal. Alors, déviance au sens un écart par rapport à ce qui est habituel, parce que par rapport à ce que l'on fait jusqu'à présent, hein. L'innovateur, il y a toujours un peu de déviance dans l'innovateur. L'innovateur est un empêcheur de tourner en rond, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de ce qui existe déjà, c'est quelqu'un qui imagine des manières nouvelles, c'est quelqu'un qui décide de rompre avec, des recettes, avec ce qui a fait le succès. Il y a toujours un peu de déviance dans l'innovation et parfois cette déviance, elle va finir par obtenir, une certaine forme de légitimité, elle va s'imposer, elle va devenir la norme. Comment quelque chose de déviant devient normal? Et s'il y a bien, à mon avis, des secteurs où on observe bien ce processus, eh bien, ce sont les industries culturelles et créatives. 2 exemples rapides. Dans les années 80, dans bon nombre de villes, notamment en Europe, on a vu des personnes qui essayaient de se réapproprier l'espace, collectif, qui voyaient dans le paysage urbain une manière de s'exprimer, de revendiquer une forme d'expression artistique. Ces gens-là ont commencé à dessiner, sur les murs, on les appelait des taggeurs à l'époque. On essayait plutôt de les combattre et puis estimant qu'ils détérioraient l'espace public et puis progressivement, ces taggeurs ont commencé à acquérir, une certaine forme de légitimité, de la réputation et on a commencé à voir des magazines qui s'y intéressaient, hein. Vous avez un numéro de l'Obs il y a quelques années, numéro spécial street art. On a commencé d'ailleurs à ne plus utiliser les termes de tag, de tagger. On a commencé pour aller vers street art, street artist, ça te dit beaucoup. On a commencé à voir des musées, des expositions et certains artistes, hein, qui sont nés de ce mouvement, notamment Banksy, est aujourd'hui un artiste qui a une cote, tout à fait officielle, dont les œuvres sont vendues dans sont exposées dans les musées, sont vendues dans des ventes aux enchères. C'est bien qu'à un moment donné, cette pratique déviante, elle a réussi à s'imposer. Et dans la musique, on retrouve exactement le même processus, hein. Il y a beaucoup de déviance, dans les années 70, dans certains quartiers, de New York, notamment dans le Bronx, quand naît le hip-hop, hein, qui se veut un mouvement culturel qui va associer une danse, le breakdance, une manière de passer des disques, de retravailler la matière sonore, hein, le sampling, une manière de chanter en scandant des mots, ça c'est le rap et puis aussi, la partie graffiti. Ce mouvement-là, le hip-hop, hein, eh bien, au départ, est vu comme quelque chose, qui doit être, combattu. Il y a beaucoup de déviance, hein. Ces personnes-là n'ont pas les moyens de prendre des cours de musique, d'apprendre le solfège, de s'acheter des des instruments et encore moins des heures de studio. Donc on imagine une forme d'expression nouvelle, dans la rue avec, du matériel, que l'on récupère, des platines, des disques, des matériels, de sono et il y a beaucoup de déviance à cette époque-là, dans le hip-hop. Progressivement, le hip-hop s'installe. La musique rap aujourd'hui est la musique, la plus diffusée sur les ondes dans le monde entier. Vous avez à Washington, le Hip Hop Museum et on a annoncé, hein, qu'aux Jeux olympiques de Paris 2024, le breakdance serait discipline olympique. Eh bien, quand un mouvement voit une de ces disciplines devenir, discipline olympique, c'est qu'une bonne part de la déviance a été abandonnée et que cette manière de s'exprimer, elle est considérée aujourd'hui comme, tout à fait recevable, légitime, normale. Comment quelque chose de déviant devient normal? Voilà la question que l'on va retrouver finalement, hein, comme un fil conducteur tout au long des 3 séances que nous aurons, ensemble. Alors, ce processus d'innovation que doivent gérer des organisations, il génère des tensions. La déviance, évidemment, génère des tensions. Ces tensions, on peut les retrouver à différents niveaux que je vais vous présenter et ces niveaux, ça va nous permettre de bien structurer en fait les 3 interventions qui sont prévues. Pour innover, il faut des idées nouvelles.
il faut de la créativité, il faut que des acteurs génèrent des idées, proposent des idées, défendent des idées, des propositions nouvelles. Mais ces acteurs-là, en faisant des propositions, eh bien, évidemment, déjà perturbent les collègues, les niveaux hiérarchiques. Voilà. Donc, le processus d'innovation est d'abord une question d'acteurs, hein, d'initiative individuelle. Ces idées portées par des acteurs, si elles sont bonnes, eh bien, elles vont devoir se voir allouer des ressources. Si l'acteur, finalement arrive à légitimer, sa proposition, on va lui confier des ressources matérielles, financières, humaines et là on entre dans le temps du projet. Ce projet, va être le lieu, le moment où une équipe va être constituée. On va commencer à parler d'objectifs, de cahier des charges, de délais. Bien. Là aussi, des tensions, souvent au sein des équipes projets, on le sait, souvent entre projets, hein. Il y a souvent dans les organisations une concurrence entre projets, car chaque équipe projet est à la recherche de soutien, de financement, de marge de manœuvre, etc. Et puis, il y a souvent voilà, des équipes qui apparaissent, qui disparaissent, des projets qui se développent, d'autres qui sont abandonnés. Tout ça, on le sait, peut aussi provoquer des tensions. Ces projets, eh ben, ils se développent dans des organisations. Et ces projets perturbent les organisations car ils imposent des manières nouvelles de voir les choses, ils imposent de prendre des risques, ils imposent aussi que l'on voit attribuer des ressources à non plus les activités routières de l'organisation, mais des activités plus atypiques, plus risquées, hein. Donc ces projets, évidemment, provoquent là aussi hein, parfois des tensions, voire des blocages au sein de l'organisation. Et ces organisations, eh bien, on attend qu'elles soient pilotées par une direction générale, et ça, c'est un des rôles hein, de la stratégie, par le développement de la stratégie, par l'énoncé de plans stratégiques. On espère donner de la cohérence à l'action collective. Et l'innovation, elle vient perturber aussi hein, les stratégies formalisées, officialisées, hein. L'histoire nous montre que de très nombreuses innovations se sont développées dans des organisations alors qu'elles ne s'inscrivaient pas du tout dans les axes stratégiques, dans les priorités stratégiques du moment. Voilà. Donc, à mon avis, si on veut comprendre le processus d'innovation et si on veut pouvoir le gérer de manière à peu près satisfaisante, il faut bien avoir en tête ces différents niveaux qui génèrent des tensions. Et on le sait, le processus d'innovation est tout sauf un long fleuve tranquille. Beaucoup de questions vont se poser, beaucoup de problèmes vont survenir, des allers-retours, des impasses, des choix difficiles à faire. Les questions sont nombreuses. Quel est le marché? Que vont faire nos concurrents? Dois-je déposer un brevet? Etc. etc. Les réponses vont être apportées par un certain nombre de personnes, de services, de départements, de hiérarchiques. Tout cela peut entraîner hein, le projet dans des directions parfois différentes des ambitions initiales. Et c'est ce parcours qui est fait d'aller-retour, de boucles, parfois d'impasses, qui aboutit ou qui n'aboutit pas à l'innovation. Ce que je vous propose donc avec ces 3 séances, c'est de nous arrêter sur ces niveaux auxquels se joue le destin de l'innovation. Une première séance aujourd'hui, on sera au niveau des organisations hein, qui ont leur stratégie. On descendra au niveau des projets lors de la séance 2 dans 3 semaines. Et enfin, nous descendrons au niveau des acteurs et de leurs initiatives individuelles avec la séance 3. Voilà donc le programme pour rappel, hein, donc 8 juin, nous parlerons d'innovation et de projet. Le 29 juin, nous parlerons d'innovation et d'initiatives individuelles et je vous propose d'aborder ces thématiques en allant donc rencontrer des artistes à des moments, à des lieux très, très variés et des artistes qui ont développé des œuvres dans des styles très, très différents. Innovation et organisation, donc voilà le thème d'aujourd'hui, qui devrait nous amener à peu près jusqu'à 14 heures, mais même si, comme Sébastien le disait, j'ai prévu des petits moments pour prendre quelques questions, quelques réactions à chaud, même si vous êtes très, très nombreux. Innovation et organisation. Alors,
Pour aborder cette thématique, hein, centrée sur les aspects organisationnels de l'innovation, je vous propose tout d'abord de faire un petit saut dans le passé et de revenir au début des années 70 avec l'histoire de ce disque, What's Going On, que nous devons donc à un chanteur américain qui est aujourd'hui bien connu, hein, Marvin Gaye. Ce disque qui a été donc publié en 1971 et qui va être intéressant pour bien montrer le grand dilemme que doit résoudre l'organisation, le dilemme exploitation-exploration, sur lequel je reviendrai. Alors l'histoire de ce disque est intimement liée en fait à l'histoire de la maison de disques qu'il a publiée, qui est la Motown. La Motown est une maison de disques qui a été fondée par la personne que vous avez à l'écran, Berry Gordy. Et Berry Gordy a fondé en 1959 la Motown à Détroit. Je dois dire que pour un professeur de management, l'histoire de la Motown, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour tout un tas de raisons. La première, c'est que Berry Gordy, en fait, était ouvrier sur les chaînes Ford de Détroit. Hein. Et Berry Gordy, musicien à ses heures, grand passionné de musique, s'était dit finalement, si on arrive à fabriquer des voitures à la chaîne, on peut sans doute fabriquer des chansons à la chaîne. Et tout le projet de Berry Gordy, à la fin des années 50, c'est d'appliquer les méthodes du Taylorisme et du Fordisme à l'industrie musicale. Alors ça, pour un prof de management, c'est quand même un exemple assez fabuleux. Donc Berry Gordy va développer sa maison de disques, hein, la Motown. Motown, c'est pour Motor Town, hein, la ville moteur, hein, Détroit, la grande ville industrielle des États-Unis, dont l'histoire est intimement liée à celui de l'automobile. Et dès les années, donc dès 1959, Berry Gordy va s'attacher à concevoir en fait une organisation qui permettrait de lancer très régulièrement et avec succès des disques. Il va connaître un succès assez incroyable, même tout à fait extraordinaire, hein, puisqu'entre 1960 et 1969, on compte pas moins de 79 titres classés dans les 10 premières places du Billboard. Le Billboard, c'est le grand hit parade américain. Donc 79 titres classés dans les 10 premières places, hein, sur la décennie des années 60. Et derrière ce succès, hein, qui va permettre à des artistes de devenir des stars, pour certaines d'entre elles des stars mondiales, derrière on a une organisation quasi taylorienne, avec une division du travail très nette. On a des personnes qui composent la musique, des personnes qui arrangent, des personnes qui chantent, des personnes qui jouent la musique, des personnes qui cherchent les talents, des profs de chant, des profs de maintien, etc. Donc une très grande division du travail avec une spécialisation très marquée des tâches, mais aussi de la standardisation dans les méthodes à la fois d'enregistrer, mais aussi dans les méthodes de diffuser la musique, et aussi dans la méthode de l'écrire, de la composer. Très fort contrôle sur les productions. Berry Gordy met en place très vite un comité de qualité, hein, sur le modèle de l'industrie automobile, comité qui avait un droit de vie et de mort sur les chansons une fois que celles-ci étaient définitivement enregistrées. Le comité disait oui, celle-là on la lance, non, celle-là on la lance pas. Une optimisation des circuits de production dans l'usine à la grandeur de la Motown. Hein, la Motown fonctionne 20 heures sur 24. Fidélisation des salariés, autre grand principe du Fordisme, hein, avec notamment une règle tout à fait discutable. Berry Gordy interdisait que les noms des musiciens ne figurent sur les pochettes de disques pour éviter que ces noms soient connus de ses concurrents et qu'on lui vole ses musiciens, qui étaient pour la plupart des musiciens assez extraordinaires. Et une production de masse, le projet de la Berry Gordy, c'est de faire de la musique pop au sens populaire, une pop accessible pour la jeunesse, une pop, j'ai envie de dire commercial, je vais mettre beaucoup de guillemets à commercial parce qu'il n'y a vraiment aucun jugement de valeur. Mais derrière cette organisation, évidemment, des règles clairement établies. Une grande importance donnée à la mélodie, des chanteurs avec une voix souvent gospel, un gros travail sur le rythme avec des recours fréquents à des moyens pour appuyer le rythme, des claquements de mains ou des tambourins, et des équipes qui se succèdent nuit et jour. Tout ça, toutes ces règles en fait font qu'il y a vraiment un son Motown qui va émerger
et qui va connaître un grand succès dans les années 60. Alors très vite, Berry Gordy, après avoir acheté une maison, est amené à acheter à peu près tout ce qu'il y a dans le quartier. Il essaie de grandir puisqu'il lui faut de la place pour ses répétitions, pour les cours de chant, pour les cours de danse, que les personnes composent, mixent, et cetera et le succès, grandissant, eh bien, Berry Gordy va avoir des moyens de plus en plus, importants, pour enregistrer, composer, produire, et cetera et ça va permettre à de très, très nombreux artistes, hein, d'avoir des carrières tout à fait, exceptionnelles. On pense notamment à Diana Ross et aux Supremes, mais également Marvin Gaye sur lequel je vais revenir, Tammy Terrell, la partenaire de Marvin Gaye, il y a eu beaucoup, beaucoup de succès, les Four Tops, mais également, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Michael Jackson, hein, qui a commencé à la Motown. Bon, des artistes aujourd'hui, qui sont entrés dans la légende, et qui finalement, étaient l'expression d'un style, Motown. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand aujourd'hui, si vous écoutez un disque de la Motown, vous le reconnaissez tout de suite. Vous dites: «Ça vient de la Motown». Alors, je vais prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de ce titre «Nowhere to Run» de Martha and the Vandellas. Les musicologues considèrent que c'est vraiment le morceau qui résume parfaitement, hein, toutes les règles, dans la prise de son, dans l'enregistrement, dans les mélodies, dans le type de chant de la Motown. Je vais vous proposer quelques extraits de ce titre, en espérant que la technique suive. Ça va être notre 1er test musical. Mais donc là, on a bien, vous voyez, le type de chant, la mélodie, immédiatement accessible, le rythme appuyé par des tambourins, et cetera. Bien. Donc très grand succès dans les années 60. Marvin Gaye, la Motown, Marvin Gaye, lui, fait partie, hein, des stars, des grandes stars de l'écurie Motown. Il est embauché, dès le début des années 60. Très vite, il s'impose comme une star de la Motown. Alors il faut dire qu'il a des capacités vocales tout à fait, extraordinaires. Il est capable de chanter sur 3 octaves. Il est marié à une sœur de Berry Gordy. Vous verrez que ça a son importance et il est connu pour fréquenter très, très, très souvent les hit parades, seul ou avec sa grande partenaire de l'époque, Tammy Terrell, avec des titres donc en solo, en duo, et cetera et en 68, il a connu avec un succès énorme, hein, avec un single, vendu à 4 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, je crois que plus personne ne vend, hein, des singles, à cette hauteur de 4 millions d'exemplaires. Donc très grande star de la Motown et un de ses représentants les plus connus. Sauf que Marvin Gaye, au début des années 70, traverse une période très difficile, alors il faut pas dépression, consommation assez excessive de certains stupéfiants, très marquée par la mort tragique de Tammy Terrell, et aussi souhaitant, finalement utiliser son art pour, finalement, faire part de ses préoccupations, sur les dérives de la société, américaine, la ségrégation, le racisme, la guerre du Vietnam, voilà. Marvin Gaye a envie d'aborder ces sujets dans ces questions. Il le dit lui-même. Je le cite, hein: «J'étais très affecté par les lettres que mon frère m'envoyait du Vietnam et par la situation sociale chez moi. J'ai compris que je devais oublier un peu mes fantasmes si je voulais écrire des chansons capables de toucher l'âme des gens. Je voulais qu'ils regardent ce qui se passait dans le monde» et Marvin Gaye se met en tête d'écrire un album, qui raconterait, le retour d'un vétéran du Vietnam qui découvre ce qu'est devenue, la société américaine et qui s'interroge sur son avenir. What's going on? Et ce faisant, il va s'éloigner en fait des standards de la production de Motown. Il va proposer une musique, moins euphorique, moins accessible, et avec des textes, moins faciles, moins légers.
Ce qui va évidemment, entraîner de gros problèmes au sein de la Motown. Et quand il va livrer les 1res bandes, le comité qualité rejette le résultat de ces sessions en disant: «Mais c'est absolument pas, ce qu'on attend des artistes de la Motown, on est complètement en dehors des clous». Pour vous donner une idée, je vais vous faire écouter un petit extrait d'un morceau de cet album, What's Going On. Vous allez voir, c'est une intro beaucoup plus lente, beaucoup plus longue, et qui évidemment est moins dansant comme morceau. Mais un morceau aujourd'hui reconnu comme tout à fait, incontournable. Donc le comité qualité rejette le résultat, Marvin Gaye se tourne vers le Berry Gordy lui-même, alors lui qui a un avis très tranché, hein, sur la question. La chanson What's Going On est la plus mauvaise que j'ai jamais entendue. Une des questions traite de l'écologie. Il déclare qu'il ne sait même pas ce que signifie ce mot. Il est convaincu en fait qu'un des plus célèbres représentants de sa maison de disques est en train de briser ce qui a fait son succès. La Motown étant une maison de disques qui a vocation à publier des 45 tours, des singles dans les hit parades et pas des albums concept sur des sujets aussi sérieux. Ça prend des semaines et des semaines. Marvin Gaye menace d'arrêter sa carrière. On lui propose de réenregistrer une deuxième fois, il réenregistre, le comité qualité rejette à nouveau. Bon, finalement, la femme de Marvin Gaye, qui est la sœur de Berry Gordy, arrive à convaincre son frère de malgré tout lancer le disque. Le disque est lancé avec un effort commercial extrêmement réduit, très peu de promotion, très peu d'exemplaires fabriqués pour le démarrage. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que ça va être un succès, incroyable, un succès totalement inattendu, à la fois critique et public. C'est tout simplement l'album le plus vendu de toute l'histoire de la Motown, hein. On a dépassé les 2 millions d'albums avant même la fin de l'année 1972. L'album va rester 1 an et demi, plus d'1 an et demi dans le classement Billboard américain des albums. Aujourd'hui, il est reconnu comme un des plus célèbres classiques de la soul music, si ce n'est le plus grand classique de la soul music. Le magazine Rolling Stone l'avait, dans un classement qui est souvent cité, l'avait classé comme 6e album, plus grand album de tous les temps. Et il y a quelques mois d'ailleurs, Rolling Stone a réactualisé son classement et a tout simplement, placé ce disque en 1re place. Pour Rolling Stone, c'est l'album le plus important du XXe siècle pour tout un tas de raisons, pour les chansons, le style, la musique, mais aussi, les discours, les thèmes, et cetera. Bon. Donc un succès totalement inattendu pour un album qui a eu évidemment beaucoup, beaucoup de mal à voir le jour. Alors pardon. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Que nous apprend l'histoire de ce disque si je tente d'en avoir une lecture un petit peu managériale? À mon avis, ça nous apprend 3 choses. La première, c'est qu'on le voit, l'organisation peut se révéler un frein à l'innovation. Et si on s'arrête 2 secondes, on se rend compte que tout ce qui avait fait le succès en fait de la Motown, toutes les règles, les procédures, les manières de faire, les choix artistiques, tout ce qui avait fait le succès, en fait, s'est révélé autant d'obstacles pour que cette œuvre voie le jour. Et on trouve souvent des motifs pour refuser ces idées nouvelles, car ces idées nouvelles s'éloignent de ce qui a fait notre succès. À nouveau, la déviance. Oui. Et donc, on voit bien qu'une organisation peut être très efficace, et la Motown a été une organisation particulièrement efficace. Un modèle organisationnel qui fait ses preuves peut se révéler un frein pour des idées plus originales qui nécessitent, hein,
de faire table rase ou de mettre de côté au moins pour un temps ce qui a fait le succès. Alors ça nous montre aussi une qualité, hein, que doit avoir l'innovateur, me semble-t-il. On voit souvent dans l'innovateur un créatif, un entrepreneur. L'innovateur est souvent quelqu'un qui doit avoir une bonne dose de courage et de persévérance, hein. Je crois que la qualité première de l'innovateur n'est pas de ne pas être un visionnaire, mais d'être un obstiné, d'être persévérant. Il a fallu beaucoup de courage et de persévérance à Marvin Gaye pour aller au bout de son projet et pour surmonter les obstacles. Et on voit bien, troisième chose, oui, le défi pour le top management. Parvenir à un équilibre entre l'exploitation de ce qui fonctionne, et ça, Berry Gordy a su avec merveille exploiter une formule pendant des années et des années. Et c'est important de savoir exploiter, car on ne peut pas constamment remettre en cause et constamment prendre des risques. Mais il faut aussi donner de la place à l'exploration. Expérimenter, tenter, développer des projets qui s'éloignent, hein, de ce que l'on fait habituellement. Et cet équilibre entre exploitation et exploration, cet impératif d'ambidextrie, hein, en management, on parle d'organisation ambidextre pour les organisations qui arrivent à équilibrer exploitation et exploration. Cet équilibre est loin d'être évident à trouver. Trop d'exploitation, ça peut conduire à une impasse, on peut être dépassé. Mais à trop vouloir explorer, on peut aussi remettre en cause les grands équilibres économiques, hein. Et c'est cette place à donner à l'exploration qui a été très, très difficile à accepter par Berry Gordy et par ses collaborateurs et son comité qualité. Et donc, c'est ce que j'appelle un petit peu le paradoxe organisation-innovation, où on voit que les logiques de l'innovation poussent plutôt vers de l'exploration. Marvin Gaye voulait faire quelque chose de radicalement nouveau, alors que l'organisation, elle, finalement, aime bien se situer plutôt dans une logique d'exploitation qui est rassurante, notamment parce qu'on a l'impression que l'on s'appuie sur les choses qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà, premier thème, premier disque. Alors, je ne sais pas si on peut déjà avoir quelques réactions à chaud. Alors, je vais arrêter ma présentation quelques instants. Ce qui va me permettre peut-être de voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà qui se posent? Pas pour le moment. On aura du temps à la fin, donc on prend les questions à chaud, mais on prend les questions à froid, également. Il n'y a pas de il y a pas de souci. OK. Alors on continue? Il me semblait Alors, j'avais que Sébastien qui me posait: «Est-ce que ce succès va conduire la Motown à changer de stratégie?» Alors c'est un succès évidemment qui était totalement inattendu, qui a incité, Berry Gordy et ses équipes à, finalement essayer de revoir un petit peu, ses méthodes et son positionnement. Après, mais là, on n'a pas réussi à éviter un lent déclin, c'est-à-dire que la Motown, est sans doute la plus grande maison de disques indépendante des États-Unis dans les années 60. Dans les années 70, elle va connaître un lent déclin. Heu, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on observe, hein, dans l'industrie musicale. Il y a souvent eu en fait des modèles organisationnels qui à un moment donné ont fait leurs preuves et puis qui finissent un petit peu par s'épuiser, hein, comme si à un moment donné finalement, l'organisation avait, finalement, atteint, son apogée et qu'il était, difficile de se régénérer de ce, comme le Big Boss a lâché prise et laissé Marvin à ne pas lâcher. Alors Berry Gordy, lui, il a lâché prise parce qu'un peu contraint et forcé et sans doute que, sa sœur et puis quelque part, les menaces aussi de Marvin Gaye, hein, qui menaçait tout simplement d'arrêter sa carrière, ça l'a amené à lâcher. Il a lâché aussi avec beaucoup de précautions au départ puisque l'effort commercial à la sortie du disque était quand même très faible. Alors Valérie nous dit effectivement, on peut imaginer d'autres modèles organisationnels dans lesquels on va laisser à d'autres prendre les risques et ensuite récupérer les choses qui fonctionnent. C'est vrai,
Valérie, je n'en dis pas plus pour l'instant parce qu'on va aller vers cette thématique-là dans la suite et peut-être les prochaines fois, mais vous avez raison. Quand je dis qu'il faut équilibrer exploitation et exploration, on peut tout à fait aller vers des modèles où on exploite en interne et on laisse d'autres explorer, quitte à les réintégrer par la suite. Absolument, absolument d'accord avec vous. OK, on continue. Je vais donc vous partager mon écran à nouveau. Voilà. Et normalement, vous avez à nouveau l'écran. Si Sébastien peut me dire oui, non, c'est bon. Normalement, ça Oui, marche. c'est bon, c'est bon. Alors, on va justement, hein, merci Valérie pour la transition, on va parler d'ouverture. Et on va donc, avec cette deuxième sous-thématique, on remonte dans notre machine à voyager dans le temps et l'espace, on quitte les années, début des années 70, on va revenir quasiment aujourd'hui, 2017, et on va changer de style, et on va aborder ces questions d'ouverture avec donc notamment l'album d'un artiste, Kendrick Lamar, qui est un des rappeurs les plus connus aujourd'hui. Voilà. Alors, avant de démarrer cette ouverture, je vais refaire un petit peu d'histoire en accéléré et vous dire que, comme déjà le montre l'exemple de la Motown, pendant de très nombreuses années, les maisons de disques, en fait, heu, cherchaient à piloter l'intégralité de la chaîne du disque. À la Motown, on repérait les talents dans les clubs un peu confidentiels, et on allait jusqu'à s'occuper du passage en radio et de la mise en vente des disques. OK? On cherchait à piloter l'intégralité de la chaîne du disque. Ça, c'est un modèle, hein, qui est très courant dans les années 60, 70, 80, hein, le modèle où la maison de disques, finalement, cherche à maîtriser en interne l'intégralité des étapes. En 1969, quand les Beatles enregistrent Abbey Road, les Beatles ont signé un contrat avec EMI, le géant EMI, entreprise qui a tout un tas d'activités, qui fait beaucoup de recherche et développement, qui a des moyens énormes, qui donne d'ailleurs donc à son activité musicale une part de ses moyens via du matériel dernier cri, les ancêtres des synthétiseurs, les studios d'Abbey Road qui appartiennent à EMI. Les Beatles enregistrent sous la houlette de George Martin, qui est ici en chemise blanche cravate. George Martin est lui-même salarié d'EMI, et tout le personnel, hein, tout le personnel des studios d'Abbey Road, ils sont salariés d'EMI, ingénieurs du son, et cetera, et cetera. On est vraiment sur un modèle qu'on pourrait qualifier de modèle de fermé. On va innover, hein, et les Beatles ont beaucoup, beaucoup innové dans l'histoire de la pop musique, mais on innove dans nos murs. Hein, et derrière la maison de disques, hein, on a un acteur, hein, EMI, hein, qui tente voilà, de gérer l'intégralité du processus d'innovation, de la génération d'idées nouvelles jusqu'à la mise sur le marché. Bien. Alors ce modèle, on le retrouve encore en 1900, dans les années 80, hein, il est encore très fréquent dans les années 80-90. En 1982, je crois, le groupe Dire Straits, très connu à l'époque, enregistre son album Brother in Arms. Dire Straits a signé dans une maison de disques qui appartient au géant Philips. Le géant Philips voit dans la sortie de cet album une très belle occasion de beaucoup communiquer et de favoriser la diffusion de son compact disque. Début des années 80, c'est la naissance du compact disque. Le compact disque qui a été développé par Philips en partenariat avec Sony. Philips mise beaucoup sur ce nouveau standard, et la direction de Philips, hein, impose au groupe Dire Straits et à la maison de disques d'enregistrer ce disque totalement en numérique. Hein, ça sera le premier CD DDD, hein, ça doit être la mention figure sur le CD. Pour digital, 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 ça c'est pour dire que l'intégralité de l'œuvre a été réalisée en numérique. Et la direction de Philips va même imposer au groupe de faire un album très long. L'album fait quasiment 74 minutes. Pourquoi? Parce que c'est pour montrer la supériorité du CD en termes de durée. Un CD peut contenir 70 minutes de musique, alors qu'un vinyle, on est généralement limité à 40-42 minutes. Ce qui fait que cet album-là, d'ailleurs, sortira en vinyle, mais avec des chansons raccourcies, des chansons plus courtes.
ce qui ne plaira pas du tout aux fans. Et on dit aux fans, si vous voulez écouter l'œuvre dans sa totalité, il faut acheter le CD et donc la platine qui va avec. On voit bien le poids de l'industriel derrière, hein, Philips, qui gère de la recherche-développement sur le laser jusqu'à la commercialisation de l'œuvre et qui a un droit de regard et un niveau de contrôle très fort sur l'activité musicale et sur la production musicale, même pour des groupes très très célèbres comme Dire Straits à l'époque, qui est un plus gros vendeur. Alors ce modèle d'innovation fermée, il est en train d'exploser sous l'effet de, de deux évolutions majeures qui font que les temps changent. Nous vivons dans un monde hyper connecté, c'est une banalité de le dire, et sans doute que si les Beatles photographiaient, enfin se faisaient photographier pour la pochette de l'album aujourd'hui, peut-être que la pochette de l'album Abbey Road aurait plutôt cette allure, avec des smartphones. Donc nous vivons dans un monde hyper connecté où il est très facile, évidemment, d'aller chercher des idées, des informations, de faire participer des gens de l'extérieur à un projet. L'hyperconnexion, et cette hyperconnexion, hein, elle peut se faire, elle peut permettre des connexions également à distance, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être proches les uns des autres pour travailler ensemble. Malheureusement, j'ai envie de dire, le contexte que nous avons connu en 2020 l'a montré pour le meilleur et pour le pire. Mais voilà, aujourd'hui, grâce aux technologies de l'information et de la communication, on peut tout à fait imaginer de mobiliser des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, hein, et qui ont des occasions finalement parfois très rares, hein, d'être physiquement ensemble dans le même lieu. Donc les temps changent et cette hyperconnexion, cette possibilité de collaboration non territorialisée, elle offre des manières nouvelles de créer et de s'organiser. Et c'est un mouvement que l'on repère dans plein de courants musicaux, mais c'est une évolution que l'on repère notamment dans le monde du hip-hop, notamment dans le monde du rap. On voit, hein, que les rappeurs aujourd'hui sont en train d'adopter des modèles d'organisation beaucoup plus ouverts, hein, beaucoup plus collaboratifs. Et dans l'univers du rap, vous voyez, cette production à l'ancienne, à la EMI, à la Motown, etc., a complètement explosé. Je vais prendre un exemple parmi d'autres. Donc, je prends l'exemple de cet artiste Kendrick Lamar, donc, qui est un des rappeurs les plus connus. Je vais vous faire écouter quelques extraits de la discographie de Kendrick Lamar pour permettre aux personnes qui ne connaîtraient pas cet artiste de se donner une idée un petit peu du courant musical dans lequel on se situe, avec une petite sélection très arbitraire de quelques extraits de sa discographie déjà assez étoffée. Dans du rap, hein, du rap américain, avec Kendrick Lamar, qui est aujourd'hui une immense star. La question que je me suis posée, vous voyez, en tant que chercheur, je me suis dit, tiens, mais finalement, comment on crée aujourd'hui une œuvre comme ça? Comment se fabrique la musique dans l'univers du rap? Et quand vous regardez un album comme celui-ci, hein, mais ce n'est qu'un exemple, vous vous rendez compte très vite que cet album, il a été le fruit d'une collaboration avec des gens, d'abord extrêmement nombreux, des collaborateurs de proximité qui ont travaillé avec l'artiste, mais vous vous rendez compte que l'artiste et ses collaborateurs immédiats ont multiplié les liens, les connexions avec des acteurs très variés, qui sont pour certains d'entre eux à l'autre bout de la planète, et que ces acteurs-là, on les a mobilisés avant le projet,
pendant le projet et même parfois après le projet. Bon. Ces acteurs-là, en fait, évoluent dans des communautés qui sont très diverses. Mais derrière cette diversité, oui, on peut repérer 4 grands types de communautés. D'abord, ce qu'on appelle les communautés de pratique. Donc ça, ce sont les personnes qui se réunissent autour d'une pratique professionnelle, d'un métier. Donc on va retrouver des gens qui développent notamment des boucles rythmiques ou des boucles musicales pour des artistes. On a aussi des personnes qui vont faire la même chose pour les textes. On a aussi des communautés épistémiques, c'est-à-dire des gens qui sont plus sur le développement de connaissances, sur le développement de nouvelles machines, qui vont permettre d'imaginer des sons nouveaux, des rythmes nouveaux, des manières nouvelles d'enregistrer, de mixer, hein. Le rap puise beaucoup dans la musique électronique, hein, aujourd'hui. C'est une musique électronique, le rap aujourd'hui. Et on est très friand de personnes très pointues sur telle ou telle manière d'enregistrer, de capter des sons, des rythmes, etc. Également des communautés d'utilisateurs. Il est très fréquent que les rappeurs, évidemment, communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, auprès des fans notamment, une fois que l'œuvre a été publiée, mais même avant. Hein. Il est assez fréquent dans le domaine du rap qu'on diffuse des versions à moitié finies des morceaux pour voir un petit peu la réaction des gens. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous préférez la version 1, la version 2? On fait voter les gens sur les titres des albums, etc. Et puis, également des communautés d'intérêt. On a des connexions avec des personnes qui sont passionnées par des styles, par des courants, par l'histoire du rap, également par ce qu'on appelle le sampling, sur une pratique essentielle dans le domaine du rap sur laquelle je vais revenir. Pour vous donner une idée un petit peu de ces communautés, je vais prendre quelques petits exemples, quelques exemples. Alors ces communautés aujourd'hui, elles se développent au niveau mondial, elles se développent pas du tout sur des territoires précis, et elles se développent beaucoup autour de plateformes, hein, de mise en relation. Vous avez ici une plateforme qui est virtualbeat.com. Ça, c'est une plateforme qui permet l'achat et la vente de boucles musicales, de petites séquences musicales. Donc, si je suis moi un artiste ou si je travaille pour un artiste, je peux aller sur virtualbeat.com et grâce à des moteurs de recherche, eh bien, trouver des boucles que je trouve assez intéressantes, novatrices, adaptées au style de musique que je veux réaliser. Je peux écouter ces propositions et ensuite je peux tout à fait les acheter, hein, avec cession de droits. À l'inverse, si moi, à mes heures perdues, je travaille sur mon ordinateur et que je développe des boucles, je peux les déposer sur ce type de plateforme en espérant, hein, que je serai repéré et qu'un artiste plus ou moins connu achètera ma boucle. Ce qui est vrai pour la musique l'est également pour des textes, hein. Là, vous avez Rap Rebirth. Ça, c'est une plateforme de mise en relation d'auteurs. Donc les artistes peuvent déposer des défis, des challenges. Je suis à la recherche d'un texte de telle longueur, tel type de rythme, nombre de pieds par vers, sur tel ou tel sujet. Mais à l'inverse, je suis un auteur et je peux déposer sur ce type de plateforme des propositions de texte et là aussi, hein, des moteurs de recherche, des protocoles, hein, qui permettent aux offreurs et demandeurs d'entrer en relation et d'entrer dans une transaction, hein. C'est très très simple. Je sélectionne, j'achète avec PayPal, je reçois le texte avec cession de droit. Là, on est vraiment dans la communauté de pratique, si vous voulez. Ici, c'est un exemple plus connu, les communautés d'intérêt, hein, on le sait bien aujourd'hui, on peut passer par du financement participatif, c'est très courant dans le monde de la musique, notamment dans le rap. Un des groupes les plus connus de l'histoire du rap, De La Soul, hein, qui émerge dans les fin des années 80, début des années 90 à New York. De La Soul a financé son dernier album sur Kickstarter. Ils ont obtenu 3 fois la somme qu'ils espéraient et on a des milliers de fans qui avaient financé à plus de 50 $ pour un album dont ils ignoraient la date de sortie, le contenu, etc. Là, on est dans la partie financement, hein, bon, qui est une partie relativement connue, financement participatif, mais là aussi, là, on est sur la communauté d'utilisateurs. Là, autre exemple avec WooSample. WooSample, là, on est plus dans la communauté d'intérêt.
C'est une plateforme qui regroupe tous les passionnés de samples. Alors le sample, c'est une pratique qui est très importante dans le hip-hop, hein, qui consiste à prendre un petit extrait musical d'une œuvre qui existe déjà, quelques secondes d'un morceau de James Brown, de Marvin Gaye, qui vous voulez, Michael Jackson, etc. Et à partir de ce petit extrait que je capture, je vais le mettre en boucle, je vais le retravailler, l'accélérer, le ralentir, etc. Et ça va me donner une base sonore, hein, sur laquelle je vais pouvoir composer mon propre morceau. Le sample, évidemment, pose beaucoup de questions de droit, hein, de droit de la propriété intellectuelle. Mais cette plateforme WooSample, elle regroupe dans le monde entier les passionnés par ça, les gens qui adorent savoir qui sample qui. Et donc, c'est une plateforme dans laquelle on peut faire tout un tas de recherches par artiste. Je veux savoir quels sont les artistes qui ont repris un morceau de James Brown, ou à l'inverse, j'écoute un disque de rap et je veux savoir qui a été samplé. Et donc, les personnes peuvent faire des contributions, faire des propositions, etc. WooSample est considéré comme la plateforme la plus complète au monde aujourd'hui, hein, la plateforme de référencement de tous les samples utilisés dans la musique, pas uniquement d'ailleurs dans le domaine du rap, même si le rap est très friand du sample. Là, on est vraiment dans la communauté d'intérêt, hein, si vous voulez. Voilà. Alors, pour vous montrer à quel point les albums aujourd'hui de rap en fait, sont issus de modes de production très collaboratifs, très ouverts, je vous montre quelques extraits d'une recherche qui est en cours, qui devrait bientôt être publiée. Je me suis amusé à prendre, voyez, tous les albums classés dans les 10 premières places dans le Billboard de 2015 à 2019, des albums de rap ou un peu apparentés au rap, on va dire. En tout cas, avec des artistes qui travaillent beaucoup avec les rappeurs, des gens comme Beyoncé ou Rihanna, ce ne sont pas des artistes qui font du rap, mais qui travaillent avec les producteurs, qui travaillent avec d'autres rappeurs. Et quand vous regardez en fait ces albums-là, on retrouve l'album de Kendrick Lamar. Vous voyez, sur l'album de Kendrick Lamar, on a 14 chansons, on a 29 auteurs, on a une moyenne de plus de 4,5 auteurs par chanson. On a 19 producteurs sur l'album, on a une moyenne de 3,43 producteurs. Le producteur, c'est celui qui va proposer la base musicale, hein. Les rappeurs utilisent souvent l'expression de beatmaker. Ouais. C'est ceux qui vont apporter le rythme, qui vont apporter une boucle musicale, une séquence musicale, une intro, etc. Donc, beaucoup d'invités, hein, ça ce sont les featuring, donc les artistes que l'on invite, et puis les samples, hein, donc les petites boucles musicales que l'on va récupérer sur des œuvres qui existent déjà. Et vous voyez certains albums, hein, comme l'album de Drake, autre méga star du rap de 2018, l'album Scorpion, on est à 110 auteurs, 6,53 auteurs, 37 producteurs, quasiment 3 producteurs par chanson. Donc on est très loin du modèle Lennon-McCartney ou Jagger-Richards, hein. Vous voyez, on a des chansons qui ont 6, 7, 8 auteurs, producteurs, hein. L'album de Travis Scott, Astroworld, on a 8,53 auteurs en moyenne. Donc auteurs, des personnes qui amènent des morceaux de texte, hein. 8,53 auteurs par chanson, hein. On est quasiment à 4 producteurs, donc 4 apporteurs de musique par, par morceau. Donc, vous voyez, on imagine derrière, vous voyez, des collectifs qui se font et qui se défont en fonction des projets. Alors, je vous donne quelques chiffres là pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur. Quand on prend tous les producteurs qui sont crédités sur les 22 albums, on arrive à 506 producteurs. Certains peuvent être sur plusieurs disques. On a donc 351 producteurs différents sur 22 disques. On a 825 auteurs différents sur 22 disques. Donc ce sont des chiffres qui sont totalement inédits, qu'on n'avait pas il y a 10, 20, 30 ans dans la pop, dans le rock. Oui. On était sur le modèle de l'auteur, compositeur, interprète. Oui. Vous avez alors évidemment après beaucoup de gens qui ont été associés au projet via une plateforme, les plateformes que j'évoquais tout à l'heure, hein, des gens qui ont déposé une boucle sur virtualbeat.com et qui ont vu cette boucle-là achetée par un rappeur. Donc vous avez, voyez, 76,9% des producteurs qui ont travaillé sur un seul disque. Oui. Mais malgré tout, vous avez un petit noyau de producteurs, vous voyez, donc ils sont 16, 4,6% de gens qui ont travaillé sur, vous voyez, au moins 4 albums, vous voyez, sur les 22. Et ces gens-là, en fait, je me suis intéressé à eux pour voir un petit peu comment ils travaillaient et avec qui ils travaillaient.
Et quand vous faites des petites analyses de réseaux sociaux, je ne vais pas aller très loin dans la méthodologie, ça pourrait être très intéressant, mais quand vous faites des petites analyses des réseaux de relations de ces 16 personnes, vous avez quelque chose, comme ce qui va être sur la gauche. C'est-à-dire, vous voyez, si vous vous amusez à prendre pour chaque album les auteurs et les producteurs, sachant que ces gens-là peuvent travailler dans plusieurs équipes, donc sur plusieurs albums, et si après vous reprenez ces chiffres-là pour essayer de voir qui connaît qui a déjà travaillé avec qui, oui, ça vous donne des réseaux de relations, la partie 2. Et si vous vous amusez à faire ça pour les 16 qui ont travaillé sur au moins 4 disques, vous obtenez ça. Oui. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde se connaît. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont tous travaillé, oui, ils ont des relations, ils travaillent beaucoup ensemble. Oui. Donc, ils travaillent avec beaucoup d'artistes. Donc là, on est sur une espèce de cœur de réseau, oui, un cœur de réseau de personnes qui sont aujourd'hui incontournables, des producteurs. On aurait la même chose avec les auteurs. On a 16 producteurs, voyez, qui se connaissent, qui travaillent beaucoup ensemble, comme le montrent les traits entre les points. Okay, et ces gens-là, vous voyez, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé sur, dans beaucoup, beaucoup de disques. Et quand on prend uniquement les très gros succès, hein, les 22 albums qui ont été dans les 10 premières places, on retrouve très, très, très souvent ces gens-là. Donc, vous voyez, là, vous avez un cœur de réseau. Et puis, à la périphérie, il faut imaginer des gens qui sont mobilisés une fois, 2 fois, vous voyez? Des gens qui se voient, qui ont amené un texte ou un morceau de texte qui a été acheté via une plateforme. Donc vous voyez, le monde du rap aujourd'hui, donc, si je re dans le monde du rap, comment on fabrique les disques? On a un artiste qui va mobiliser des producteurs très connus, qui connaissent beaucoup, beaucoup de gens, ce sont les 16 que vous avez là, et ces gens-là, ils vont rentrer en connexion avec des gens un petit peu sur toute la planète, des gens moins connus, beaucoup moins connus, des gens qui débutent parfois sur la plateforme, et ils vont récupérer leurs boucles, leurs propositions, les assembler, les modifier, les transformer pour les livrer ensuite à l'artiste. Donc on a un modèle qui est très ouvert, on a un modèle dans lequel, très honnêtement, à un moment donné, on ne sait plus qui fait quoi parfois, mais on a des personnes qui sont très peu connues, du grand public en tout cas, hein, des producteurs, qui eux jouent un rôle essentiel, hein, qui vont chercher à l'extérieur des contributions pour les ramener dans le projet, hein, ce qu'on a en management d'innovation, on parle d'outside in. Je vais chercher à l'extérieur des choses que je trouve intéressantes grâce à mes relations que j'ai tissées et je les apporte dans le projet. Donc grâce à ces producteurs-là, des artistes peuvent intégrer des séquences originales. Et puis ces producteurs-là, très souvent, proposent des choses aux artistes et les artistes ne les utilisent pas. Et donc ces producteurs renvoient ça à d'autres projets. Ils font ce qu'on appelle de l'inside out. Le producteur a travaillé sur une base musicale, une boucle, grâce à ses relations. Il l'a proposé à l'artiste. L'artiste, pour une raison X ou Y, n'en veut pas. Eh bien, le producteur ne va pas hésiter à la reproposer, soit à nouveau sur une autre plateforme, soit à un artiste qu'il connaît directement. Donc, oui, il y a quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans les modèles d'innovation ouverte, hein, d'open innovation. On a des processus d'outside in et d'inside out. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que oui, dans l'industrie musicale, comme dans d'autres secteurs, on a une montée en puissance de processus d'innovation très ouverts et que les gens qui jouent un rôle essentiel, ce sont les gens qui sont capables de mettre en relation, hein, qui ont des réseaux de relations très ramifiés, mais aussi très denses, mon schéma de tout à l'heure. Les producteurs développent leurs propres compositions, mais peuvent également les déposer sur des plateformes, hein, ou en recevoir d'autres de producteurs du monde entier. La personne que vous avez en photo là, c'est une personne que très peu de gens connaissent, sauf les fans de rap, hein, quelqu'un qui s'appelle Mike Will. Mike Will, c'est quelqu'un qui a fait fortune aujourd'hui, hein, qui est millionnaire, milliardaire, parce qu'il a su proposer des boucles à un tas d'artistes très, très, très importants. C'est typiquement un acteur qui est dans le cœur des relations que j'évoquais tout à l'heure. Alors après, la question qui se pose, c'est, ça pose beaucoup de questions à ces modèles-là parce que il est très difficile après de tracer les contributions de chacun, hein. C'est un des problèmes qu'on a dans le hip-hop notamment, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui proposent des choses et puis qui disparaissent un peu par la suite. Donc il y a des problématiques de répartition, vous voyez, des royalties, la rémunération de toutes les parties prenantes parce qu'évidemment les boucles sont assemblées, désassemblées, modifiées, trafiqués, proposés à certains projets, refusés, puis reproposés à d'autres projets. Et les stars comme la personne comme Mike Will, oui, eh bien, en fait, eux,
conscient de ces questions-là de réputation, de légitimité, mais aussi de respect, n'hésite pas aujourd'hui à imposer aux artistes avec lesquels ils travaillent ce qu'on appelle des tags sonores, c'est-à-dire des petits extraits musicaux qui sont placés au début de morceaux et qui sont là pour démontrer que le morceau a été produit par Mike Will. Donc oui, sur tous les morceaux sur lesquels travaille cette personne-là, on va retrouver dans les premières secondes du morceau un petit tag sonore. Hein. Ici, c'est une voix féminine qui dit Mike Will made it. Mike Will l'a fait. Et ce petit tag sonore, c'est très intéressant quand vous prêtez l'oreille dans le rap. Hein. Il y en a souvent, il n'y a pas que Mike Will qui fait ça. Et on retrouve ça dans les productions de Mike Will. On a toujours ce petit tag sonore qui est une manière de signer, de se faire repérer, de travailler sur la réputation, etc. Mais aussi quelque part de s'approprier un morceau. Ouais. Je vais vous faire écouter ça. Je ne suis pas ingénieur du son, mais j'ai essayé d'isoler cette petite voix. Voilà, Mike Will made it. Je l'ai isolée, donc je vais vous la proposer dans un extrait. 3 fois de suite, vous allez l'entendre. Et puis après, vous allez entendre 2 morceaux, 2 débuts de morceaux qui utilisent ce tag sonore. En tout cas, oui, on retrouve cette petite voix féminine et voilà, je sais que le morceau, ça peut être un morceau d'un rappeur X ou Y, mais il a été produit, vous voyez, par Mike Will. Voilà, alors, je suis peut-être un petit peu en retard, mais c'est pas grave, je peux aussi prendre quelques questions à chaud avant d'aborder, l'impact de cette ouverture sur l'innovation. Alors je n'ai pas le menu, Si, alors, Sébastien, oui, je Albéric, Christelle se pose la question de la traçabilité des droits et finalement, comment sont rémunérés ces «apporteurs» mmh, entre guillemets «d'affaires», si on peut appeler ça, ouais, ceux qui proposent des boucles ou des samples et autres. Voilà. ouais. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors Christelle, c'est une question qui est passionnante, très importante. Je vais essayer de répondre rapidement et du coup, peut-être que j'enchaînerai avec le thème 3 après pour pas trop être en décalage. Mais oui, ce modèle enfin, l'open innovation, il y a sans doute des personnes qui m'écoutent, et qui connaissent bien, l'open innovation. On sait bien que c'est un des problèmes que ça pose, c'est le respect des droits et la rémunération à son juste niveau des différentes contributions. Et donc ça, c'est un problème qu'on a dans la musique, c'est un problème qu'on a dans le rap. Plusieurs exemples. Vous voyez, il arrive parfois que des personnes vendent sur des plateformes une boucle pour quelques dollars. Vous voyez, par exemple, le groupe PNL, un groupe de rap français, bien connu. Un de ses premiers succès, je crois que la chanson s'appelle Le Monde ou Rien, est fondé sur une boucle que le groupe a acheté 39 $ sur une plateforme. Bon, alors évidemment, quand vous avez vendu 39 $ une boucle à un groupe et qu'ensuite vous voyez que le groupe vend des millions de singles, enfin, et voilà, vous pouvez finalement avoir quelques doutes sur le partage de la valeur créée. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, ces modes très ouverts, parfois, créent un déséquilibre dans les rémunérations des différentes parties prenantes, où certains acteurs captent une part très importante de la valeur et d'autres une part beaucoup plus faible. Ça, c'est le premier problème, la répartition équitable. Le deuxième problème, c'est la question de la traçabilité. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui ne sont pas rémunérées. Et alors ces affaires-là sont difficiles parce que, oui, si vous voulez vous faire un nom dans le rap, si vous voulez être reconnu comme un apporteur de texte ou de son, vous pouvez avoir le sentiment que vous allez donner pendant un certain temps et puis qu'un jour vous allez recevoir. Et donc il est très difficile évidemment de faire valoir vos droits dès le départ parce que vous sentez bien que vous pouvez être perçu comme, finalement quelqu'un qui n'est pas digne de faire partie du jeu et finalement vous n'arriverez pas à trouver des collaborations futures. Et donc il y a aussi ce problème de personnes qui ne sont pas créditées, donc
dont les noms ne sont signalés nulle part et qui touchent très peu ou qui touchent rien du tout. Ça, c'est un autre problème. Et le troisième problème, c'est que dans ces projets collaboratifs, on n'hésite pas à mettre en concurrence. C'est-à-dire qu'un artiste va lancer un défi pour un texte sur la plateforme, il va peut-être y avoir 20, 30, 35 personnes qui vont répondre et lui va sélectionner. Il va dire: «Je retiens ce texte». Donc ça veut dire que vous n'êtes rémunéré que si vous êtes le gagnant. Donc ça aussi, ça peut poser des problèmes. Donc vous voyez, les problèmes de répartition de la valeur créée et les questions de traçabilité sont des questions extrêmement importantes. On pense aujourd'hui, mais là je mets beaucoup de «si», hein, mais il est possible que la blockchain offre des choses intéressantes dans la musique. On pourrait envisager des espèces de signatures électroniques, hein, qui seraient rattachées à chaque boucle, à chaque proposition et qui permettraient une répartition beaucoup plus, fiable, transparente, parce qu'on serait capable de repérer, de tracer les contributions de chacun, ouais, par des signatures électroniques. Ce que j'ai essayé de vous montrer avec le tag sonore, c'est que on est déjà un petit peu dans cette logique-là. Oui. Mais quelqu'un comme Mike Will, très connu, impose son tag à certains artistes et pas à d'autres. Par exemple, Mike Will travaille avec Kendrick Lamar, oui, mais Kendrick Lamar lui a imposé de ne pas mettre son tag. Vous voyez? On est aussi dans des jeux de pouvoir, un pouvoir de négociation, des jeux de réputation, et cetera. Donc effectivement, il y a des grosses questions autour de ces questions-là. L'ouverture a beaucoup d'impact sur l'innovation et donc sur les modèles économiques, sur la rémunération des ayants droit, et cetera, sur la traçabilité, la remarque de Christelle. Elle a aussi, cette ouverture, un impact sur les méthodes de conception. C'est le dernier thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que, en fait, les méthodes de conception qui sont aujourd'hui marquées par une spécialisation très forte des acteurs, mais à l'échelon mondial via des plateformes, a un impact sur les méthodes de composition. On a toujours une parcellisation des tâches, ce qui amène un bout de texte, un rythme, un effet sonore, et cetera. Mais cette parcellisation ajoutée à la déterritorialisation, elle amène en fait des nouvelles manières d'écriture. Classiquement, la pop et le rock était plutôt sur un modèle mélodie-parole et cette, approche-là classique dans la musique pop, aujourd'hui, elle est en train de disparaître autour d'une, et remplacée, pardon, par une méthode qu'on appelle la méthode de track and hook. Je voudrais vous montrer ça avec 2 exemples totalement différents. Vous voyez? L'approche mélodie-texte, c'est l'approche classique. Vous voyez? Paul McCartney a toujours dit qu'il avait rêvé la musique de Yesterday, il avait la musique en tête, le matin il la joue au piano, mais il avait pas de texte au départ. Donc il avait d'abord une mélodie au piano, puis après il a imaginé un texte, et une fois qu'il avait le squelette de la chanson, il a, heu on a enregistré, produit, arrangé, et cetera. Quand Michel Legrand doit composer la musique de Demoiselles de Rochefort, lui il fait le contraire. Jacques Demy lui apporte le texte. Le texte est très important dans les comédies musicales. Donc Jacques Demy dit à Michel Legrand: «Je veux que tu mettes ces textes en musique. À toi de trouver la mélodie». Oui. Alors ce qui est rigolo avec Michel Legrand, c'est qu'il a enregistré tout et qu'on a des témoignages. On a des témoignages sonores de Michel Legrand en répétition. Je vais vous faire écouter Michel Legrand en répétition et vous allez voir que Michel Legrand, bah lui, en fait, il a le texte, il cherche la mélodie. OK? Et vous allez voir que la créativité, c'est souvent affaire d'obstination plutôt que de génie. On va écouter Michel Legrand. Alors
bien oui, avant d'arriver à cette version finale, la chanson des jumelles, Michel Legrand, il a beaucoup, beaucoup cherché, travaillé, expérimenté. Ça dure des heures et des heures, hein. Les bandes ont été retrouvées, mais voilà, c'est très, très, très long. On est dans l'approche, là, ici, pour le coup, texte-mélodie. Bon. Bah, aujourd'hui, dans le rap, même dans la R&B, on ne travaille plus du tout comme ça. On travaille plus du tout comme ça. On a une approche qu'on appelle une approche track and hook. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous avez un producteur, comme Mike Will tout à l'heure. Lui, avec ses réseaux de relations, il va récupérer des boucles, des rythmes. Il va essayer d'associer tout ça dans des logiques un peu modulaires. Voyez. Et ensuite, il va demander à un auteur ou à même des personnes qui ne font que ça de trouver des accroches. Hein. Donc, ça peut être un riff, ça peut être un effet sonore, ça peut être une phrase qui est un peu scandée, ce qu'on appelle le hook, l'accroche. Et donc, dans la méthode track and hook, vous voyez, on construit une base musicale à partir de boucles qu'on a récupérées, assemblées, un peu modifiées, vous voyez, voilà, dans une logique très modulaire. Et une fois qu'on a la base musicale, on va chercher à y intégrer des accroches pour rentrer dans la tête de l'auditeur. Et ces accroches, on va voir comment on peut les faire se succéder. Ouais. Ce qu'on appelle l'approche track and hook. Alors, vous avez une artiste qui travaille beaucoup comme ça, hein, c'est Rihanna. Bon, je ne présente pas Rihanna, hein, c'est une star bien connue. Mais vous voyez, je vais vous faire écouter un morceau de Rihanna où vous allez voir, c'est considéré comme vraiment un très bon exemple d'approche track and hook poussée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, ce morceau-là, si on s'amusait, on pourrait le découper et l'assembler différemment. C'est une succession de hooks, de petites séquences, hein, qui marquent, vous voyez, et qui ont été enregistrées sur une base musicale produite par des producteurs. Alors, j'ai rajouté un petit texte pour vous marquer les hooks. Pardon. Voilà. Normalement, ça va s'afficher. On va couper alors, vous voyez, on est sur des méthodes de production qui sont totalement différentes. Il y a aucun jugement de valeur, hein. Je pense que avec ces méthodes de production, Michel Legrand n'aurait pas pu écrire un morceau comme celui de Rihanna, et les producteurs qui travaillent pour Rihanna, avec leurs méthodes très modulaires, vous voyez, le hook numéro 3, on pourrait le mettre au début du morceau, hein, vous voyez, ça ferait quelque chose d'aussi cohérent. Avec cette méthode-là, on n'aurait sans doute pas pu écrire non plus la musique des Demoiselles de Rochefort. Bon. On est sur oui, des méthodes de production qui sont complètement différentes, qui tirent profit en fait des technologies de l'information et de la communication, de la démocratisation des instruments électroniques. Aujourd'hui, avec un simple PC, vous pouvez avoir un résultat quasi professionnel. Et ces méthodes de travail, elles reconfigurent aussi les espaces de la création musicale. Oui. C'est-à-dire que les gens qui travaillent oui, sur ces albums, ils viennent à la fois d'une périphérie, oui, tous ces acteurs qui amènent des boucles sur des plateformes que j'évoquais tout à l'heure avec Kendrick Lamar. Et puis, dans le même temps, ils vont proposer ça à des gens qui, eux, sont réunis par l'artiste, le cœur du réseau, mon schéma de tout à l'heure. Et une artiste comme Rihanna, en fait, elle est très friande des camps d'écriture. C'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, on va réunir quelques producteurs dans un même lieu. Et ces producteurs, eh bien, on va les mettre en compétition et on va leur dire, bah, tous les jours, il faut à peu près 2 3 morceaux. Donc,
voyez, dans un camp d'écriture, vous allez créer des pairs, un producteur et un auteur, et vous allez leur dire: «Bah, voilà, il faut commencer à travailler sur un morceau». Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont aller sur des plateformes, ils vont mobiliser leur réseau de relations. À midi, ils vont faire une proposition. Bah, souvent, voilà, on se réunit, on échange, on dit: «Bah, tiens, ça pourrait aller avec ça» ou «Tiens, ça, c'est intéressant». On sélectionne, on arrête quelques il y a certains éléments qu'on ne retient pas et on recommence l'après-midi. Oui, et ça dure pendant 15 jours et 3 semaines. 15 jours, 3 semaines à peu près, oui. On est un petit peu sur le modèle du hackathon, si certains d'entre vous connaissent les hackathons, hein. On met en concurrence, avec une pression concurrentielle forte, des producteurs sur un camp d'écriture, vous voyez, localement situé, mais ces gens-là profitent évidemment de tout un ensemble de relations avec des gens à distance qui, eux, peuvent proposer via les plateformes que j'évoquais tout à l'heure, également des propositions. Mais ces acteurs nouveaux sont à la périphérie. Donc, vous voyez, une artiste comme Rihanna, vous voyez, pendant 15 jours, 3 semaines, elle va travailler dans un camp d'écriture. Alors l'album n'est pas terminé, mais on a le squelette des chansons. Alors ça a un intérêt, c'est qu'après une star comme Rihanna, elle part en tournée, vous voyez? Et donc, bah, cet album-là, il a été conçu en 15 jours dans un camp d'écriture, mais après il a été enregistré sur quasiment une année, des chansons enregistrées à Londres, d'autres à Paris, d'autres à New York, en fonction de l'agenda de l'artiste. Et dans ces camps d'écriture, on a à la fois, partie gauche de ma photo, on a à la fois des gens qui sont à l'autre bout de la planète, qui sont dans des communautés d'intérêt, des communautés d'utilisateurs, voilà, qui proposent des choses, vous voyez? Et de l'autre côté, des pairs producteurs top liners, producteurs-auteurs, hein, qui eux sont rassemblés sur 15 jours, 3 semaines et qui doivent, proposer, vous voyez, des boucles avec des hooks et qui seront assemblés et peut-être que une proposition du duo que vous avez là sera assemblée par le producteur avec, la proposition d'un autre duo qui est dans la pièce d'à côté. Donc on a ce double mouvement, hein, dans l'industrie musicale. On a à la fois l'appel à des équipes virtuelles et en même temps des effets encore des équipes localement situées qui travaillent sur des modèles camps d'écriture. Ce qui nous montre bien, vous voyez, que l'innovation en fait, vous voyez, heu, ouverte, repose des questions aussi de territoire. Voilà, ce que je voulais aborder. J'ai un petit peu dépassé le temps. J'espère que Sébastien me pardonnera, mais en tout cas, n'hésitez pas, je suis encore à votre disposition, et j'ai encore quelques minutes sans problème pour répondre à vos questions, rebondir à vos remarques, et cetera. Merci Je vivement vais Albéric, quitter je vais quitter mon hop, ton écran. Ouais. est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut dire que j'ai quitté l'écran? Oui, on peut dire que tu as quitté l'écran. Merci Voilà. vivement, Albéric, hein, de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est vrai que la passion l'emporte parfois et qu'il est difficile, de rester dans un temps imparti, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire et à partager. Alors, moi, je partage une ou 2 questions, hein, qui ont été, posées par les uns les autres. C'est: est-ce qu'il n'y a pas une perte de sens dans ces méthodes, où quelque part, on fait de l'assemblage plutôt que de la pure créativité. En tout cas, ça donne cette impression. Ouais, alors j'ai quelques questions qui arrivent. Voilà, elles arrivent trop vite. Alors, est-ce Mmh. qu'il n'y a pas une perte de sens dans ces méthodes? Alors, peut-être que c'est Laurence qui pose la question. Peut-être Ouais. que Laurence veut dire, est-ce que c'est conciliable avec une ambition artistique? Parce qu'on a souvent l'image d'un artiste qui veut faire passer un message, veut faire passer ses convictions et on pourrait peut-être se dire effectivement, si je mets tout le monde en concurrence, si je vais chercher des gens que je ne connaissais pas la veille, est-ce qu'il y a encore une cohérence dans ce que je fais? Voilà, c'est peut-être dans ce sens-là où vous voulez Mmh. lire, Laurent. Alors c'est là où le rôle de l'artiste et aussi de ses producteurs de proximité, peuvent être très importants. C'est qu'eux sont les garants justement de la cohérence de l'ensemble et les collaborateurs qui peuvent travailler avec Rihanna, avec Kendrick Lamar doivent évidemment bien comprendre et intégrer très tôt la volonté de l'artiste, ce que je veux faire et vous avez des artistes comme Rihanna par exemple qui sont quand même très actifs dans les camps d'écriture qui passe d'une équipe à l'autre, qui voit ce qui peut être au service du projet. Voilà. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut répondre à la OK. question de Laurence. OK. J'espère l'avoir bien compris. J'avais une autre question qui était le lien avec le management d'entreprise sur la dernière partie. Mmh. En fait, ce que je voulais vous montrer avec la dernière partie, c'est que, en fait, ce qu'on voit déjà dans l'industrie musicale, c'est que l'adoption de l'open innovation a un impact sur les innovations produites. C'est-à-dire que
la manière dont je conçois le processus d'innovation, elle a forcément un impact sur l'innovation. Oui. Et à partir du moment où on a fait le choix d'avoir des modèles très collaboratifs, d'aller chercher via des plateformes plein de gens, ça a amené une nouvelle manière de fabriquer des chansons. Ouais. Il y a un fort engouement aujourd'hui dans tout un tas de secteurs pour l'open innovation, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que ça peut être très intéressant d'ouvrir le processus d'innovation, mais l'ouverture, elle va avoir un impact sur les types d'innovation que je vais développer. Ouais. Et c'est déjà, à mon avis, un lien qu'on peut faire, mais effectivement, merci de la question parce que pris par le temps, je sais pas, j'ai en parler, mais mais voilà, heu, en fait, les anglo-saxons disent toujours: «How you innovate is what you innovate». Oui. Comment je décide d'innover, ça va avoir un impact sur l'innovation que je fais. Et ça, on le voit déjà, me semble-t-il, dans la musique. Oui, on ne pourrait pas, à mon avis, enfin, la méthode track and hook, elle s'est imposée à partir du moment où on a cherché à faire participer plein de gens différents et à faire et à essayer d'assembler, de combiner tout ça. Hem Et donc Sandrine dit: «Nouveau modèle d'entreprise avec son cœur de réseau et les indépendants en production à distance». Absolument Sandrine, et ça on le voit dans les industries culturelles et créatives, mais on le voit également avec, dans des secteurs d'activité, j'ai envie de dire plus classiques, hein. Il me semble que ce que font les GAFA, on n'est pas très loin avec les Google, Amazon, hein. On est avec des entreprises qui ont décidé finalement de multiplier l'observation en direct ou via des cabinets de capital risque de start-up. Qu'est-ce que font les start-up? Qu'est-ce qu'ils font? Je laisse au monde de l'entrepreneuriat, de la start-up, la responsabilité de développer les nouvelles technos, de faire leurs preuves, et cetera, et ensuite, moi, je vais me les réapproprier. Donc on n'est pas très loin, hein. Heu, Il y a Fally aussi qui soulignait, ouais. qui se posait la question, est-ce que ces méthodes d'innovation, est-ce elles semblent plus adaptées pour les mondes des PME ou des startups et comment en fait on arrive à les appliquer au monde des grandes entreprises? Tu as commencé à y répondre en expliquant le modèle de Google ou d'Apple ou d'autres. Et en France, est-ce qu'on a des grandes entreprises qui arrivent à trouver des logiques assez proches de celles-là, par exemple? Ouais, alors c'est vrai que, enfin, quand on parle d'open innovation, beaucoup de grosses entreprises mettre en place l'open innovation pour se reconnecter à ce monde-là très actif, très producteur d'idées nouvelles technologiques, ce monde des startups, pour ensuite récupérer via des fusions, des acquisitions, et cetera. Bon, donc là, il peut y avoir un intérêt, et d'ailleurs, les managers de l'innovation des grandes entreprises disent souvent: «Moi, je me tourne vers l'open innovation pour retrouver mon esprit startup, pour retrouver de l'agilité, de la réactivité, et cetera». Après, ça peut être intéressant pour les startups, effectivement. C'est-à-dire que la startup aussi, quand elle innove, elle peut se sentir à un moment donné en manque de moyens, en manque de financement, et c'est aussi par la collaboration avec la grosse entreprise, ça va être une manière d'innover plus vite, de développer plus vite, d'aller plus vite sur le développement commercial, et donc on peut y trouver un intérêt. Mais ce que l'on disait tout à l'heure sur la répartition de la valeur créée, je pense que c'est aussi des questions que se posent beaucoup de startups face aux les grosses entreprises, hein. On a un très joli cas, hein, n'oublions pas que le vaccin Pfizer est un vaccin qui a été créé par de l'open innovation, hein, et que Pfizer a renvoyé à une biotech allemande, un biotech, hein, la responsabilité de tout le développement des ARN messagers, et cetera, et cetera. Mais après, la question qui se pose, c'est ouais, dans la valeur qui va être créée, qu'est-ce qui repart à la petite entreprise? Qu'est-ce qui repart la grosse, entreprise? Donc oui, des méthodes de management d'innovation qui peuvent être intéressantes pour les startups, effectivement. Mais évidemment avec parfois, hein, il ne faut pas être naïf, quand même des comportements assez opportunistes de grosses entreprises qui peuvent chercher à capter en fait une part excessive de la valeur créée. Je vois qu'il est 14 heures. M'autorise peut-être la dernière question. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui permettent justement de faire une sélection, par exemple dans le domaine musical, hein, de ces hooks et autres, pour se dire ça va marcher, ça ne va pas marcher? Est-ce qu'on a ce genre Ah ouais, de moteur intelligent ouais. dans le Alors monde des ça innovations ouais, dans l'entreprise? Voilà. alors très bonne question Sébastien. Juste je me permets, Boussadia disait: «L'industrie Ouais. pharmaceutique fonctionne bien comme cela». Alors, j peut-être que sans le faire exprès, j'ai répondu à Boussadia en prenant l'exemple de Ouais, de de c'est pour de ça que j'étais pas Pfizer. envie. Et Laurence disait, «Les séries fonctionnent comme ça». Très honnêtement, je connais pas bien le monde des séries. Je ne serais pas étonné effectivement. Il y a beaucoup de secteurs où on met comme ça en compétition, mais un fabricant de jouets comme Lego met en compétition les fans de Lego pour développer avoir des idées de nouvelles collections.
Et ce qui me permet de dire que quelqu'un disait qu'il y a la différence entre communauté et collectif, c'est justement, pour moi, la communauté, c'est un ensemble d'acteurs qui ont un sentiment d'appartenance, soit parce que j'admire une marque, les fans de Lego, ouais, soit parce que je partage l'exercice d'un métier ou des corps de connaissances. Oui. C'est cet aspect communautaire qui fait qu'on a le sentiment qu'on appartient finalement à un club, on a le même centre d'intérêt, les mêmes compétences, et on va être plus facilement dans des logiques de don contre don. Je vais donner à la communauté, mais je sais que la communauté me renverra ça. Pour revenir à ta question, Sébastien, que je n'ai pas oublié, oui, bah, effectivement, l'intelligence artificielle intéresse beaucoup les responsables des maisons de disques pour essayer de voir est-ce qu'on peut à la fois créer, hein, donc il y a des tentatives aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des hooks par intelligence artificielle? Et puis, évidemment, avec tout ce qui est big data, et cetera, il y a aussi le rêve d'étudier tous les grands succès, depuis que la musique, s'enregistre pour, et détecter des tendances, des choses pour être sûr ensuite que ça marche. Bon, moi, j'y crois pas trop parce que l'innovation, ça me permet de reboucler avec ce que je disais au départ, c'est comment quelque chose de déviant devient la norme. Donc effectivement, on peut faire des études très précises sur ce qui est devenu normal et ce qui marche aujourd'hui, mais être capable de détecter les choses très marginales, très déviantes, qui deviendront normales demain, ça me paraît beaucoup plus difficile. Et en fait, vous voyez, on était sur l'organisation aujourd'hui. La Motown, à un moment donné, a très bien fonctionné, mais s'est épuisée. On a eu d'autres modèles dans les années 80 qui se sont épuisés aussi. Aujourd'hui, les modèles très collaboratifs qu'on trouve beaucoup dans le R&B, dans le hip-hop, aujourd'hui sont à leur apogée, mais ils vont sans doute s'essouffler aussi. Je pense qu'à un moment donné, on commence déjà, me semble-t-il, à avoir une uniformisation de la production musicale. Ouais. Donc, Albéric, rendez-vous dans 10 ans pour voir ce qu'il en est là-dessus. Mais Ouais. surtout, rendez-vous déjà dans 3 semaines. Mardi, si je dis pas de bêtises. Alors, j'avais les dates, je vais Voilà, les voilà, regarder. voilà. Le 8 juin. Mardi 8 Non, juin et juin, mardi 29 juin. projet Mardi 8 juin pour parler des projets et mardi d'innovation. 29 juin pour parler des hommes dans le processus d'innovation, toujours en lien avec des disques mythiques. Et on reviendra évidemment sur d'autres artistes. Donc un très grand merci à Albéric. Je suis désolé, hein, je coupe un peu, mais il est déjà 14h03. On s'était engagé à finir à 14h. Et voilà, et comme toutes les bonnes choses et comme tous les bons disques ont une fin, il faut aussi savoir s'arrêter. Donc un très grand merci Albéric, hein, pour les échanges. Et d'ailleurs, un des révélateurs de l'intérêt, c'est de voir que voilà, la totalité des participants sont restés jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas sur ce type de séminaire à distance. Donc, tu as su nous passionner et donc on reviendra encore plus nombreux la prochaine fois. Voilà.